Chers apprenants, et encore mille merci pour cette patience, pour cette présence, pour cette fidélité renouvelée. Je pense que vous avez fini par prendre vos marques dans la salle des professeurs de la télévision Futurs Médias, malgré une nouvelle configuration. Je pense que vous êtes bien dans le bain, Dr Massamba. Ils sont là encore, nos chers apprenants, et ils ont été patients. Je pense qu'ils nous ont accompagnés depuis le début. Aujourd'hui, pratiquement, nous bouclons 2 semaines dans la salle des professeurs de la télévision Futurs Médias. Apparemment, ça va. Les apprenants sont là et ils nous accompagnent tout comme les enseignants du pays. Oui, merci Astou. Bonjour et bonjour à ceux et celles qui nous écoutent. Merci déjà à tous les élèves qui se réveillent tôt le matin, qui regardent l'après-midi, et merci aux parents aussi qui commencent à accompagner leurs enfants. Mais je voudrais quand même remercier aujourd'hui particulièrement les commerçants qui nous ont envoyé des messages, des vocaux, et qui nous ont dit qu'ils avaient arrêté leurs études à un certain niveau, mais qu'aujourd'hui, ils arrivent à se souvenir de certains cours de mathématiques, de certaines leçons de géographie, de français, etc. Nous avons ouvert la salle de classe aux élèves, mais je vois que les parents aussi jettent un œil, et c'est tant mieux pour le Sénégal, pour la lutte contre le Covid-19. Et finalement, pour tout le monde, la salle des profs, l'essentiel pour nous, c'est de maintenir, de garder ce contact entre l'école et les enseignants, mais aussi d'essayer de faire de tout notre possible pour ne pas perdre le fil et retourner en classe en toute tranquillité. Je pense que c'est possible avec la salle des professeurs. En tout cas, comme toujours, ils sont là, bien présents. Je pense que vous apercevez déjà au tableau l'inspecteur Dame Sek qui est en train de nous mettre une leçon de grammaire sur l'accord du verbe avec son sujet. Et docteur coronavirus me fait penser au personnel médical. En tout cas, très bon courage aussi à ces agents très courageux qui font face à des situations difficiles, mais qui sont là présents. En tout cas, c'est aussi la même chose pour le corps professoral. Vous êtes dans la salle des profs, une façon pour vous de servir votre nation. Encore mille merci. Naturellement, nous serons avec vous pour aujourd'hui 2 leçons, et avec nous aussi sur ce plateau, je pense 2 enseignants que vous avez déjà vus, chers apprenants. Ils étaient là la semaine dernière. Cette semaine aussi, ils ont tenu à être là avec nous. Ils ont tenu à nous accompagner. Il s'agit du professeur Mbaye Ken, professeur de Abdourahmane Abdoukhadr Mbaye. Voilà, d'accord. Docteur Massamba me fait la précision. Abdoukhadr Mbaye qui est là avec nous et qui tout à l'heure qui va partager avec nous une leçon de chimie, c'est bien ça si je ne m'abuse. Et aussi sur ce plateau avec nous professeur Arfan Kane. Je pense que vous l'aviez vu la dernière fois avec les théorèmes de Pythagore, de Thalès, et aujourd'hui ce sera la suite. Et tout de suite pour démarrer, docteur. Encore, apparemment, oui, c'est pas grave. C'est bon si. Inspecteur Damsek, voilà. À vous le tableau. Merci beaucoup. Merci beaucoup à cette semaine, parce que c'est mon vol le plus cher d'être docteur en sciences de l'éducation. Qu'il soit exaucé, et cette année même. Nous y sommes, et faire une autre formation en ingénierie de la formation. Voilà, donc merci encore à tout le monde, et surtout à la TFM, à Aïssa Touben et à docteur Massamba. Voilà donc, chers élèves, aujourd'hui, nous allons faire 2 leçons. Une leçon de grammaire en 5 minutes, parce que ça peut se comprendre rapidement. L'objectif du cours, le professeur l'a toujours dit, ce n'est pas dans la classe en tant que telle, mais c'est juste de vous occuper le temps du confinement. D'ailleurs, pour ce texte que nous avons, à la fin du confinement, et quand nous sommes en confinement, c'est ce qui est en train de se passer. Vous êtes chez vous et on vous interdit de sortir pour ne pas choper ce virus très méchant. Donc à la fin du confinement, Amadi retourne à l'école. Son oncle et son grand frère s'occupent des travaux champêtres. Les chasseurs allument du feu pour réchauffer leurs pieds et leurs doigts et attendent le moment de faire leur ronde. D'abord, la première phrase. À la fin du confinement, Amadi retourne à l'école. Son oncle et son grand frère s'occupent des travaux champêtres. Puisque nous avons là-bas une majuscule, donc, la première phrase serait à l'école. Qu'est-ce que nous devons faire ici? J'ai besoin que vous me dites où est le verbe dans cette phrase. Regardez bien la phrase. À la fin du confinement,
Amadi retourne à l'école. Où est le verbe dans la phrase? Oui? Retourne. Excellent. Retourne. Quel est le sujet de ce verbe? Amadi, il est tout près du verbe. Donc, ce n'est pas difficile de retrouver ça. Mais ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est que le sujet détermine la terminaison du verbe. En d'autres termes, ce que vous avez appris, on vous a appris que le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. D'accord? Donc ici, Amadi peut être remplacé par quel pronom? Amadi. Par il. Voilà. Parce qu'il s'agit d'un garçon. Amadi étant le sujet, et nous avons retourne qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc il retourne, c'est très facile. Les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Terminaison E. On va continuer avec les autres phrases. Vous allez comprendre après ce que nous voulons vous faire comprendre. Son oncle et son grand frère s'occupent des travaux champêtres. Ici, le verbe est s'occupe ou occupe. Pourquoi ENT ici? Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Que le verbe s'accorde avec son sujet. D'accord? Le verbe s'accorde en nombre avec son sujet. Ici, nous avons combien de sujets? Qui s'occupe des travaux champêtres? L'oncle. Est-ce qu'il est seul? Non. Et le grand frère. Donc nous avons un verbe, mais avec plusieurs sujets. Un verbe, plusieurs sujets. Donc, quand le verbe a plus de 2 sujets, ce verbe-là se met au pluriel. C'est pourquoi donc ce qui justifie le ENT. Troisième phrase. Les chasseurs allument du feu pour réchauffer leurs pieds et leurs doigts et attendent le moment de faire ronde. Où est le verbe ici? Oui? Réchauffer. Réfléchis un peu. Réchauffer, c'est un verbe, mais il n'est pas conjugué. Parce que cela se termine par ER. Quel est le verbe qui porte l'accord ici, pour mieux préciser la question? Voilà. Il s'agit de attendre. Qui attend? Qui? Réfléchissez bien, le sujet est très éloigné, mais c'est facile à reconnaître. Les chasseurs. Est-ce que c'est le seul verbe que nous avons dans cette phrase? Ah, voilà, toi, tu as bien regardé. Je pensais que tu allais être dérouté. Allume. Donc là, nous avons un verbe, plusieurs sujets au début, un sujet, plusieurs verbes. Mais ici, nous avons plusieurs verbes et un seul sujet. Donc, que nous ayons un verbe, 2 verbes ou 3 verbes, ce que vous devez rechercher, c'est est-ce que c'est le même sujet qui fait les mêmes actions des verbes qui sont dans la phrase. Donc ici, les chasseurs allument, d'accord? Les chasseurs aussi attendent. Donc, à chaque fois, si vous voulez accorder le verbe, il faut chercher le sujet. Voilà donc pour la première présentation. Si vous ne voulez pas faire trop de fautes dans la rédaction, dans l'expression écrite ou dans l'écrit, tout simplement, quand vous écrivez, il y a forcément des actions. Et pour retrouver ces actions-là, comment on les écrit, il faut réfléchir par rapport au sujet. Donc le sujet détermine la terminaison du verbe. Ailleurs, on peut dire ça autrement, mais ici, voilà ce qu'il faudra retenir. Voilà. Je vais effacer. Je pense bon? qu'ils ont pris bonne note. Voilà. Merci.
Donc nous allons passer à autre chose qui souvent amène des difficultés dans l'écrit, sur les adjectifs numéros cardinaux, qui sont invariables en général. Mais il y en a deux qui s'accordent. Le plus répandu que vous avez retenu, c'est 1000. Non, ce n'est pas 1000. 1000 est invariable. D'accord, c'est 100. 100. 100. Mais attention, 100 ne prend pas toujours S. 100 ne prend S que dans les nombres exacts. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre exact? C'est quand 100 termine le nombre. Par exemple, quand je dis 200, et je m'arrête là, 100 prend S. Mais attention, quand je suis à, voilà, 210, pas de S. 100 ne prend S que dans le nombre exact. Ou bien en d'autres termes, que lorsque 100 termine le nombre. 200, 600, 800, 700, 1100, 1500. Mais à partir du moment où il y a un nombre qui vient après 100, 100 reste invariable. L'autre c'est 20. V-I-N-G-T. Si vous ne mettez pas le petit G là dans 20, vous êtes dans autre chose. Vous êtes avec le verbe venir qui est conjugué au, voilà, au passé simple. Toi, tu apprends les conjugaisons. Moussa, 20 me voir un jour. D'accord? Donc 20, c'est écrit comme ça. Maintenant, quand est-ce que 20 prend S? 20. 20. Ne prend S que dans « 80. 20 ne prend S que dans 80. Même quand vous avez lisez 90, on va écrire comme ça. Parce que ici le pluriel ne porte pas sur 20 mais sur 10. C'est 90. Alors que là, quand on est dans 80, le pluriel est dans 20 parce que c'est 80. 20, 20, 20, 20. 4, 20. C'est pourquoi 20 prend S. Hormis ces deux-là, les adjectifs numéros cardinaux sont invariables. 100 ne prend S que lorsqu'il termine le nombre. Ou bien que dans les nombres dits exacts. 400, 700, 800, 900. En ce qui concerne 20, 20 ne prend S que dans 80. Et pour les autres nombres qui sont terminés par 80. 1080, 580, 780, etc. Mais quand il est à l'intérieur du nombre, il reste invariable comme les autres. 1000 ne prend pas S. Bon, pour millions et milliards, vous pouvez prendre S, ça c'est autre chose. D'accord? Bien. Maintenant, très rapidement, si nous avons encore 5 minutes, on dit je donne 5% de la somme que professeur Massamba m'a donné. Ça, on y reviendra.
D'accord? Si le professeur m'a donné 25 000 francs, il me reste combien? Comment calculer 5% de 25 000? Il faut d'abord, si vous voulez... Si le professeur m'a donné 25 000. Il me reste combien? Oui. Ah, je vais lui donner. M'a donné, voilà, c'est bon, voilà. M'a donné. Merci beaucoup. Donc... Ça, c'est pour les mathématiciens qui vont venir. 5%. Il faut d'abord, chers élèves, calculer le nombre de 100 francs qu'il y a dans 25 000. 5% signifie, pour chaque 100 francs, j'ai enlevé 5 francs et je l'ai donné. C'est comme l'autre chose sur le prix de l'unité et le nombre d'unités. Il faut aussi savoir quel est le nombre d'unités d'abord. Au lieu que vous parcourisez les règles, qu'on dise il faut multiplier par tel, diviser par tel, si nous sommes dans la règle de 3 inversée, vous pourrez faire fausse route. Donc, pour avoir les 5% de 25 000, pour connaître à quoi équivaut cette somme-là, je calcule d'abord combien de 100 francs il y a dans 25 000. Comment je vais faire pour savoir le nombre de 100 francs dans 25 000? Je divise par 100. Donc, pour faire très rapidement, dans 100 francs, dans 25 000, il y a 250 100 francs. Et pour chaque 100 francs, je vais donner... Donc, je vais donner combien de fois 5 francs? Je vais donner 5 francs, 250 fois. Ce qui va me donner donc, pour l'opération, 25 000 francs, divisé par 100. Pourquoi faire? Pour trouver le nombre de 100 francs qu'il y a dans 25 000. Et après avoir trouvé ce nombre de 100 francs, je le multiplie par 5. Et là, j'ai les 5%. Et pour avoir ce qui me reste, je vais prendre ce que j'ai trouvé ici. Et je vais faire 25 000 francs moins la valeur numérique de 5%. Et je vais avoir ici le reste. Donc, comprenez dans le pourcentage, que vous soyez dans les calculs de prêt ou de taux. Si papa vous dit que mon prêt là, on m'a donné 5 millions de francs, mais la banque me l'a donné au taux de 11%, c'est la même chose. Combien de 100 francs y a-t-il dans 5 millions? Et après, vous multipliez. Et quand vous ajouterez cela aux 5 millions que papa a emprunté, vous saurez la somme totale que papa va rembourser. Et nous y reviendrons la prochaine fois de façon beaucoup plus élaborée sur la règle de 3, sur la règle de 3 inversée, avant maintenant, Inch'Allah, d'attaquer le texte que vous aurez à produire par rapport à la production d'écrit qui a été annoncée. Voilà, Assoumel. Merci beaucoup, inspecteur Dame Seck. Merci pour ces cours. Vous l'avez dit tantôt, je pense, nous allons revenir sur la règle de 3. Peut-être, si possible, essayons un peu de récapituler pour les deux premières règles avec le sujet, l'accord du sujet et son verbe, et peut-être un peu sur 20 et 100, juste peut-être pour permettre aux enfants de pouvoir faire de petites fiches qui sont très très simples. Voilà. Quand je fais papa va au marché, et quand je fais papa et maman, on va dire vont au marché. Même si papa pris à part et au singulier, maman pris à part et au singulier. Mais quand on les regroupe et qu'ils font la même action, le verbe se met au pluriel. Donc le verbe s'accorde en nombre avec le sujet. C'est ce qu'il faudra retenir. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Et pour comprendre singulier, on est toujours dans un. Au-delà de un, à partir de deux, nous sommes dans plusieurs. Et quand le sujet est au pluriel, le verbe
et au pluriel. Et enfin, retenir que un sujet peut avoir plusieurs verbes. D'accord? Je pense que c'est ce que je peux résumer sur ça. D'accord. Merci beaucoup, inspecteur Damsek, formateur, inspecteur de l'éducation élémentaire. Chers petits, j'espère que vous avez pris bonne note. Nous sommes vendredi. Vous avez tout le week-end pour revoir tout ça et pourquoi pas aller faire des recherches sur la règle de 3 en attendant le retour de l'inspecteur Damsek pour beaucoup plus de détails. Et ce sera dans la prochaine salle des profs de la télévision Futur Média. Et nous restons avec les mathématiques pour accueillir M. Arfan Kane. Il était là la dernière fois avec nous et aujourd'hui, nous essayons de voir la suite du cours. Je pense que la dernière fois, c'était avec les théorèmes de Thalès, Pythagore. Quand un problème de géométrie commence par triangle, c'est la règle des 3 T. Ce n'est pas TFM, télé du monde. Voilà, ça nous l'avions bien retenu. Thalès, théorème de Pythagore ou trigonométrie. Même moi, j'ai appris. Mais je voudrais en ce moment vous inviter tous ici sur le plateau à applaudir l'ensemble des médecins, des hommes de santé qui se battent dans les hôpitaux pour nous sauver la vie. Je voudrais vous inviter, vous qui êtes ici, les techniciens en régie, ceux qui sont venus suivre, les professeurs qui vont venir, je voudrais qu'ensemble, nous les applaudissions tous pour leur dire merci. En tout cas, standing ovation pour ces agents, pour ces hommes, pour ces femmes qui font preuve de courage face au virus. Je sais, c'est pas évident. Imaginez, nous qui sommes loin de ce monde, nous qui sommes loin de ce cadre, nous passons notre temps à prendre des mesures, à fuir à la limite. Mais là, eux, ils ont accepté d'affronter la réalité au nom de la nation, au nom de leur peuple. En tout cas, le peuple sénégalais vous dit mille merci. Et très bon courage, le meilleur est à venir. Yéné suñu gaynde corona jangeen jëf. Voilà, monsieur Kane est bien installé à fond. Ouais, merci beaucoup, merci d'avoir merci répondu. Aussi, chers élèves. Vraiment, je suis très content d'être en face de vous aussi aujourd'hui pour continuer un peu sur des cas pratiques pour ce qu'on avait fait la dernière fois, pour empêcher un peu, c'est-à-dire le corona d'arriver à son objectif. Parce que vous savez, comme les mathématiques, toute chose a un objectif. Chaque exercice, nous avons un objectif à fixer, un objectif qu'on a fixé. Comme le corona, lui, il fixe les poumons. Son objectif, c'est atteindre les poumons, empêcher l'organisme d'avoir le maximum d'oxygène. Et au finish, les muscles vont lâcher, le cœur va lâcher, et aussi le système nerveux aussi va lâcher aussi. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons mourir. Donc, restez chez vous, chers élèves. Nous allons vous aider à travers cette émission Salle des professeurs, Inch'Allah. Nous allons faire tout pour que vous allez maintenir votre niveau, que ce soit en 3e, en terminale, mais aussi au CM2. Donc, pour la dernière fois, je vous avais dit que vous savez les mathématiques, surtout en géométrie en début d'année. Je ne peux pas me permettre de parler de tout ce qu'on n'a pas encore fait. Mais on avait parlé du théorème de Pythagore, du théorème de Thalès, mais aussi de la trigonométrie. Donc la plupart des exercices sont regroupés pour ces 3 chapitres, des fois même jusqu'à angle inscrit anglo-centre. Mais Inch'Allah, peut-être par rapport à certains exercices, je vais essayer d'expliquer. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque exercice, nous avons un objectif. Je vous avais dit que à travers un exercice, au début d'un exercice, ça sont des exercices que j'ai extraits pour vous dire que si vous avez au début un triangle, non, ne cherchez même pas de midi à 14h, je l'avais dit. Il y a les 3 théorèmes qui viennent. Soit ce sera la trigonométrie, le théorème de Thalès ou bien le théorème de Pythagore. Maintenant, il faudra éliminer chaque fois. Regardez ces 5 exercices. Je ne peux pas les exercices les corriger, mais je vais vous aider à les affronter une fois à la maison parce que vous allez retrouver sur IGFM que vous allez pouvoir les reprendre et aussi les faire correctement et affronter encore d'autres exercices. Et en fin d'année, vous n'aurez pas de problème le jour du BFM aussi, ou bien le jour du bac. Regardez cet exercice numéro 1. On a dit un triangle ABC rectangle. Si je dis rectangle, quels sont les 2 chapitres qui s'ouvrent? Moutala, quels sont les 2 chapitres qui s'ouvrent des fois, Moustala? D'accord, c'est le théorème de Pythagore. D'accord, vous avez dit le théorème de Pythagore. Ou bien encore, oui, Fallou. Trigonométrie. La trigonométrie, c'est excellent. Je l'avais dit, c'est très bien compris. Donc, entre-temps, vous avez revu vos leçons. C'est bien.
Donc si vous avez un triangle rectangle, nous ne cherchez pas de midi à 14h, c'est le théorème de Pythagore ou bien la trigonométrie. Mais est-ce que vous pouvez appliquer les deux en même temps? Il faut éliminer aussi. Regardez, si on vous donne les deux côtés, avant même que je continue, si on vous donne les deux côtés, dites-vous que ça sera le théorème de Pythagore. Mais si on vous donne l'un des côtés seulement, et on vous donne la mesure d'un angle, non, Pythagore éliminé, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça sera la trigonométrie. Ça c'est clair. Maintenant, pour la trigonométrie, il y a trois possibilités. Il y a le sinus, le cosinus et la tangente. Là aussi, il faudra éliminer. Maintenant, on va éliminer entre les deux d'abord. Vous avez ABC, un triangle rectangle en A, tel que AB égale à 8, AC égale à 4. Est-ce que c'est le troisième côté? Non, on a donné 2. Est-ce qu'on a la mesure d'un angle? Non, la classe. Qu'est-ce que vous demande de calculer? BC. Un triangle dont on connaît les deux côtés, on vous demande de calculer le troisième côté. Est-ce qu'on peut appliquer la trigonométrie? Moutala encore? Excellent. Donc ça sera, on va éliminer la trigonométrie. Nous allons appliquer le théorème de Pythagore. Maintenant, le théorème de Pythagore aussi, il faudra revenir sur le cours. Qu'est-ce qu'il a dit Pythagore? Le quart de l'hypoténuse égale à la somme des quarts des deux côtés qui forment l'angle droit. Voici le triangle qui est là. Le triangle ABC, il est rectangle en A. Ça a été très bien précisé. Vous avez ici B, là vous avez C. Donc les deux côtés qui forment l'angle droit, voici le plus grand côté qui correspond à l'hypoténuse. Donc le quart de l'hypoténuse égale à la somme des quarts des deux côtés qui forment l'angle droit. C'est BC qui représente l'hypoténuse. Qu'est-ce qu'on vous demande? BC. Donc on écrira en toutes lettres, d'après le théorème de Pythagore, BC carré égale. BC carré égale à quoi? AB carré plus quoi? AC carré. Maintenant le reste c'est ce que vous avez appris en cinquième, les puissances. Cela dit quoi? 8 au carré et 4 au carré. Ça c'est en cinquième, n'est-ce pas? Là, c'est sûr. Maintenant, on vous demande quoi? Dans la suite, vous avez vu, soit le pied de la hauteur, la classe. On pouvait dire la bisectrice, la médiatrice ou bien autre chose. Mais ils ont préféré dire hauteur. Le minimum, c'est de savoir définir une hauteur dans un triangle. Ça, c'est le minimum. C'est quoi la hauteur, la classe? C'est quoi la hauteur encore? C'est quoi la hauteur? Ah oui, d'accord. C'est quoi? C'est la droite ici d'un sommet qui est comment? Qui est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. On a dit la hauteur issue de A. Donc c'est la droite issue de A qui est perpendiculaire au support du côté opposé. Quel est le côté opposé à l'angle A? C'est B, c'est BC. Donc là nous avons AH. Et qu'est-ce qui se passe? Là, il vous demande quoi? Montrer. Il ne s'agit pas de calculer. Avec cette hauteur, on a pu avoir au moins 3 triangles rectangles. Donc les questions vont porter sur trigonométrie, Pythagore encore. Parce que nous avons ABC qui était rectangle, AHC qui est rectangle en H, mais aussi ABH aussi qui est rectangle. Donc on a 3 triangles rectangles. Donc les questions, pour répondre correctement à ces 3 questions, vous serez dans l'obligation soit d'appliquer le théorème de Pythagore ou bien la trigonométrie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez qu'est-ce qu'on vous demande. Montrer que AB carré égale à BH fois BC. Il y a une petite remarque ici. Montrer que AB carré égale à BH fois BC. On remarque qu'il y a B. Il y a une seule fois au carré. Non, si c'était le théorème de Pythagore, on aurait carré. Mais on a un seul carré, la classe. Soyez intelligent. Non seulement on a une répétition pour le point B, et encore il n'y a pas de carré. Cela veut dire quoi? Théorème de Pythagore éliminé. Nous allons appliquer la trigonométrie. Et encore, la trigonométrie pour les angles aigus, ça ne veut pas porter sur l'angle A. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Que l'angle B a été répété 3 fois. Donc la trigonométrie va porter sur l'angle B. Maintenant, qu'est-ce qu'on applique? Est-ce que c'est le sinus, le cosinus ou la tangente? Qu'est-ce qu'on vous demande? AB. Que représente AB pour l'angle B? C'est le côté qui participe à la formation de l'angle. Voici l'angle. B est là. Si on élimine ce côté qui représentait AB, on aura pris un angle. Ça veut dire que c'est le côté adjacent. Donc la question qu'on vous demande porte sur le côté adjacent. Cela veut dire quoi? Sinus éliminé. Nous allons appliquer le cosinus. Et puisqu'il y a carré, ça veut dire qu'on va appliquer le cosinus dans 2 triangles différents. Maintenant, dans 2 triangles différents qui vont porter l'angle B, et que ces 2 triangles doivent être rectangles. Là aussi, regardez, pour montrer que AC carré égale CH fois BC, cela veut dire aussi qu'on a une seule fois AC carré. On a C. Quand le calcul va porter sur l'angle C dans 2 triangles différents aussi. Et comment seront les triangles? Les triangles aussi seront rectangles. Maintenant, dans ce triangle, dans cette démonstration, on vous demande AC carré. AC qui est là
et le calcul porte sur l'angle C. Que représente AC pour l'angle C? Voici l'angle. C est là. Ça, c'est l'hypoténuse. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si on supprime ce côté-là, est-ce qu'on aura l'angle? Non. Le côté qui participe à la formation de l'angle, c'est le côté adjacent. Cela veut dire quoi? La réponse portera aussi sur le cosinus. Si le côté qu'on vous demandait portait sur, par exemple, le côté opposé, pour répondre à la question, vous allez passer par le sinus. Mais là, le côté qu'on vous demande, AC porte sur le côté, représente le côté adjacent, donc nous allons passer par le cosinus. N'est-ce pas? Et regardez l'exercice numéro 2. On vous demande quoi? ABC, encore un triangle rectangle. Rectangle encore, ça sera entre le théorème de Pythagore et la trigonométrie. Mais attention, on va éliminer. Un triangle rectangle en A tel que AB égale 3 cm et l'angle ABC égale 60 degrés. Est-ce qu'on vous a donné les deux côtés? Qu'est-ce qu'on nous a donné? Un seul? Pythagore éliminé. Il reste quoi? La trigono. Dans ce trigo, on a 3 possibilités aussi. Je dis qu'il y a sinus, cosinus et la tangente. On va éliminer encore. Que représente? Ils ont dit le triangle ABC. ABC qui est là. Et ils ont donné quoi? L'angle B qui est à combien? 60 degrés. Et ils ont donné AB. La question c'est quoi? On vous demande de calculer BC. Le calcul porte sur BC. Que représente BC? D'abord, pour le triangle, c'est le plus grand côté. Or, le plus grand côté représente quoi? Le triangle, l'hypoténuse. Si le calcul porte sur l'hypoténuse, cela veut dire quoi? Tangente éliminée. Ça sera entre sinus ou cosinus. Et qu'est-ce qui nous permet de départager, d'éliminer l'un d'eux? Il faudra regarder le côté qu'on t'a donné. Quel côté? On nous a donné le côté AB. Que représente AB pour l'angle B? C'est le côté adjacent. Cela veut dire quoi? Sinus éliminé. On va appliquer le cosinus pour répondre à la question. Or, à quoi égale le cosinus d'un angle? Côté adjacent, c'est hypoténuse. Cela veut dire que si on vous donne l'hypoténuse, ou bien on vous demande de calculer l'hypoténuse, vous allez soit appliquer le sinus ou le cosinus. Maintenant, qu'est-ce qui vous permet de départager? Il faut regarder le côté qu'on t'a donné. Si on vous donne le côté adjacent, c'est le cosinus. Si on vous donne le côté opposé, c'est le sinus. N'est-ce pas? Maintenant, pour l'exercice numéro 3, regardez ABC, un triangle. Est-ce qu'ils ont des rectangles? Ils n'ont pas de rectangle. Donc il y a un problème. Maintenant, mais on est sûr, c'est entre le théorème de Pythagore, la trigonométrie ou bien le théorème de Moutala a très bien compris maintenant. C'est entre les trois. On va éliminer. Puisque le triangle n'est pas du rectangle, il y a une possibilité. Mais dans la suite de l'exercice, si on parvient à voir la perpendiculaire à la hauteur issue de le projecteur orthogonal, ceci va nous permettre d'avoir un angle droit. Or, un triangle qui a un angle droit, c'est toujours un triangle rectangle. Maintenant, est-ce qu'on aura ça? Ou bien, dans la suite, si on a des réductions, c'est-à-dire si on vous demande de placer des points dans des segments, ou bien des demi-droites, on aura des réductions. Il nous parle non seulement d'angle droit, on n'a pas de triangle rectangle. Cela veut dire quoi? Trigonométrie, théorème de Pythagore, tous les deux seront éliminés pour cet exercice. Nous allons appliquer le théorème de Thalès. Or, pour le théorème de Thalès, il faut impérativement, ça ne sera pas pour un seul triangle, mais ça sera pour deux triangles. Mais comment seront les deux triangles en position de Thalès? Mais quand est-ce que des triangles sont en position de Thalès aussi? Il ne s'agit pas des triangles isolés. Là, vous avez un premier triangle qui est là. Vous voyez, c'est le triangle ABC. Il n'est pas rectangle. Qu'est-ce qu'on remarque? On a dit le point E de AC. De AC. Le point E de AC. Là, de AC, règle. Que représente ceci? Cette écriture-là, ça veut dire que c'est le segment AC. Ça veut dire le point E est entre A et C. Donc, on est en train de réduire le segment AC. Donc, ça, on a une réduction. De AC, ici. Peut-être là. C'est le point E. Et qu'est-ce qui se passe? La parallèle à énoncé. Triangle. Sud, avant même les questions tu entends, la parallèle à... Non, Pythagore, trigonométrie, on aura le théorème de Thalès. Parce que la condition sine qua non pour appliquer le théorème de Thalès, il faut avoir des côtés parallèles. Ça veut dire que les bases entre les triangles doivent être toujours parallèles. C'est la condition sine qua non. Parce qu'on a l'habitude de dire, ouais, les points alignés d'une part, alignés d'autre part. Les points peuvent être alignés d'une part, alignés d'autre part, et que si les bases ne sont pas parallèles, il est impossible d'appliquer le théorème de Thalès. La condition obligatoire qu'on dit d'habitude sine qua non, c'est d'avoir des bases parallèles. Cela veut dire quoi?
il faut que ces deux-là, on a dit la parallèle à BC, passant par E, coupe AB en F. Voilà, les points sont alignés, les deux sont parallèles. Parce que F pouvait être là. Pourtant, les points A, F, B alignés, A, E, C alignés. Mais est-ce que les deux sont parallèles? Non, ils ne sont pas parallèles. Donc là, les triangles ne seront pas en position de Thalès. Et le théorème de Thalès aussi, c'est pour calculer ou bien démontrer des rapports, des égalités. Parce que si vous avez des droites séquentes coupées par des droites parallèles, les rapports de part et d'autre seront toujours proportionnels. Regardez le numéro 3. ABC, un triangle équilatéral. Est-ce qu'il est rectangle? Mais l'élève doit se poser la question, pourquoi ils ont dit équilatéral? Parce qu'on a 3 triangles. Un triangle, on a 4 triangles. Soit il est équilatéral, il est isocèle, rectangle, ou bien il est un triangle quelconque. Mais en réalité, on n'a que 2 triangles. Parce que pour qu'un triangle soit équilatéral, il faut qu'il soit d'abord isocèle. Tout triangle qui n'est pas isocèle ne sera jamais équilatéral. Parce qu'un triangle équilatéral, c'est quoi? On vous dit équilatéral, il faut être en mesure de donner les caractéristiques de reconnaissance. Qu'est-ce qui te permet de reconnaître un triangle équilatéral? Parce qu'on a dit, les élèves, chaque fois, si je commence à vous dites, ouais, d'accord, bientôt l'heure, hein, d'accord, je sais, bientôt l'heure. Je dis, si on a un triangle équilatéral, vous devez vous poser la question à savoir pourquoi ils ont dit le triangle équilatéral, pourquoi ils n'ont pas dit un triangle rectangle, pourquoi ils n'ont pas dit un triangle isocèle, mais ils ont dit équilatéral, donc ils veulent au moins savoir, pousser à l'élève de connaître les caractéristiques, de donner les caractéristiques de reconnaissance d'un triangle équilatéral. Ces caractéristiques, parmi les caractéristiques, nous allons au moins parvenir à répondre à une question relative à cet exercice. Par exemple, un triangle équilatéral, c'est quoi? C'est un triangle qui a les 3 côtés égaux. Ici, on n'a pas donné les 3 côtés égaux. On s'habille que cette caractéristique est éliminée. C'est un triangle dont les angles mesurent 60 degrés. Attention, ici. Dont les angles mesurent 60 degrés. 60 est un angle remarquable dans la trigonométrie. Maintenant, avant de penser à ça, il faut au moins, dans la suite de l'exercice, que tu aies la hauteur, le projecteur orthogonal, ou bien la perpendiculaire, ou la médiatrice. Parce que pour un triangle équilatéral, les hauteurs sont des médiatrices, sont des bisectrices, sont des axes de symétrie, mais aussi sont des médianes. Vous savez, ces droites remarquables-là, dans un triangle, sont concurrentes. Mais pour le triangle équilatéral, concurrente veut dire quoi? Se rencontre en un seul point. Pour le triangle équilatéral, le point de rencontre des hauteurs est appelé orthocentre, pour les hauteurs. Mais pour les médiatrices, c'est le centre du cercle circonscrit. Pour les bisectrices, c'est le centre du cercle inscrit. Pour les médianes, c'est le centre de gravité. Pour les axes de symétrie, c'est le centre de symétrie. C'est le seul triangle qui a le même point qui représente tous ces derniers-là. C'est le seul triangle. Le triangle équilatéral, l'orthocentre, c'est en même temps le centre de gravité. C'est en même temps le centre de symétrie, le centre du cercle circonscrit, le centre du cercle inscrit et aussi l'orthocentre. C'est le seul triangle. Maintenant, l'élève doit se poser là. Pourquoi ils ont choisi le triangle équilatéral? Mais là, la suite, qu'est-ce qu'il dit? Soit à le pied de la hauteur. Donc ça veut dire qu'on nous a donné un angle. Un triangle équilatéral au début. Et équilatéral, la hauteur ici, ça veut dire qu'on a un angle droit. Exactement. Et attention, cette hauteur c'est une bisectrice. Divise cet angle en 2 angles de même mesure. Au début c'était 60. Donc on a 30. Là aussi c'est un angle remarquable. Là aussi on a 60 degrés, c'est un angle remarquable. Ça veut dire quoi? Ceci va nous permettre d'appliquer la trigonométrie ou bien le théorème de Pythagore. C'est sûr. C'est sûr. Parce qu'on a un triangle rectangle. Pourtant, ce n'était pas dit dans les leçons au début. Maintenant, le fait d'avoir une hauteur recte nous a permis d'avoir un triangle rectangle. Ça, c'est pour cette. Mais regardez pour la suite. On a dit la parallèle A. On pense à qui maintenant? La parallèle A, un exercice qui démarre par un triangle. On entend la parallèle A. Donc, on pense immédiatement au théorème de Thalès. Ça, c'est clair. Parce que c'est la condition obligatoire qui nous permet d'appliquer le théorème de Thalès. Ça, c'était pour cet exercice. Mais regardez l'exercice numéro 5. Ils ont dit ABC, un triangle. Est-ce qu'ils ont dit rectangle? Non, on n'a pas dit rectangle. Cela veut dire quoi? Ni Pythagore, ni Thalès, ni trigonométrie pour le moment. Mais c'est sûr, entre les trois, ces trois vont nous permettre de répondre aux questions. Et AB, un triangle, on nous a donné les 3 côtés AB, AC et BC. Et il demande quoi? Montrer que ABC est un triangle rectangle. Donnez les caractéristiques d'un triangle rectangle, vous allez répondre à la question. C'est un triangle qui est toujours inscrit dans un cercle, son plus grand côté étant le diamètre du cercle. Est-ce que nous avons un cercle? Cette hypothèse est éliminée. On ne peut pas répondre à la question en passant par le cercle.
C'est un triangle dont les angles aigus sont complémentaires. Est-ce qu'ils ont parlé d'angle? Non, l'énoncé, non. Éliminé. On élimine les caractéristiques. C'est un triangle qui a un angle droit. Est-ce qu'on nous a dit la hauteur, non, on n'a pas dit hauteur ni la perpendiculaire. Ça veut dire hypothèse éliminée. Mais aussi, on nous a dit que c'est un triangle dont la somme des quarts des deux côtés égale au quart du plus grand côté. On nous a dit des deux côtés, du plus grand côté. On nous a dit, ça veut dire, il faut, si on a les trois côtés, c'est possible. Mais il faudra élever au carré. Cela veut dire quoi? Cette démonstration va porter sur des calculs. Or, si une démonstration porte sur des calculs, il faudra les trois choses. Calculer, constater, appliquer. Ça veut élever les trois au carré, vérifier quels sont les deux qu'il faut faire leur somme pour avoir le troisième côté. Mais regardez ici, 13 au carré, ça donne 169. 12 au carré, ça donne 144. 5 au carré, ça donne 25. 25 plus 144 égale 169. La somme des quarts des deux côtés égale au quart du plus grand côté. Donc, on applique quoi cette fois-ci? On applique la réciproque du théorème de Pythagore. C'est lui qui le dit. Vous savez nettement que la classe, à quoi égale à 5000? 5000 égale 3000 plus combien? 2000. D'accord? 3000 plus 2000, par force égale 5000. Mais est-ce que 5000 est toujours égal à 3000 plus 2000? 5000 égale 4000 plus 1000 francs. Donc, faire la part des choses entre le théorème et la réciproque. Le théorème, c'est obligatoire. On commence par le triangle rectangle. Alors que la réciproque, on ne dira jamais que le triangle est rectangle. On vous donne un triangle, on vous donne les trois côtés. On vous demande de montrer que le triangle est rectangle. Vous allez les élever au carré, vérifier quels sont les deux qu'il faut faire leur somme pour avoir le troisième, puis appliquer les trois. Si vous ça veut dire quoi? Calculer, constater, appliquer d'abord. Comme les médecins def, comme les enquêtes criminelles. Poser des hypothèses. À partir de ces hypothèses, voir si vous avez c'est pour vous, la classe. Et qu'est-ce qu'on remarque? Soit le projet orthogonal, le triangle est rectangle. Et on nous fait tracer encore un autre triangle rectangle. Regardez, le projet orthogonal. Je dis que le projet orthogonal, la perpendiculaire, la médiatrice 2, nous permet d'avoir un angle droit. Et dans un triangle, si vous avez un angle droit, vous aurez aussi un triangle rectangle. Et dans ce triangle rectangle, vous aurez aussi des possibilités pour répondre aux questions. La classe, c'est ce qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ken. Je pense que ce fut très, très clair pour les élèves, pour les apprenants qui ont suivi ce cours. Nous avions vu, je pense, la première partie en début de semaine. Aujourd'hui, c'était la deuxième partie. En tout cas, mille merci. Ce que je retiens bien, la première réflexion pour l'élève reste les recherches des caractéristiques du triangle. C'est ça. C'est la base. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout. Maintenant, nous allons accueillir un autre scientifique, Monsieur Abdou Khadre Mbaye. Il est professeur de physique et de chimie. Voilà, bienvenue. Vous aussi, vous étiez là il y a quelques jours. Vous avez tenu à revenir pour partager. C'est encore symbole de générosité, c'est encore symbole de patriotisme. En tout cas, mille merci au nom de tous les apprenants et merci aussi à l'ensemble de ces professeurs qui nous accompagnent. Aujourd'hui, nous allons voir la résolution d'un problème en chimie. Voilà. D'accord. Voilà, pour commencer, c'est nous qui tenons vraiment à remercier la TFM, une fois de plus, de nous avoir offert ce plateau pour qu'on puisse s'expliquer et garder le contact avec la classe. Voilà. Aujourd'hui, donc, je serai dans la continuité de ce que nous avions fait la fois passée. La fois passée, j'étais venu pour convaincre les élèves qu'à l'examen, la chimie qu'on nous donne, ce sont des points qui nous sont offerts. Et pour cela, je vais commencer par introduire une révision sur la chimie organique. Et tout ce que j'avais dit la fois passée, on va les appliquer à travers un exercice type du bac. Je ne dirais pas un exercice de bac, mais un exercice type du bac que nous allons d'abord analyser et après nous allons passer immédiatement à la résolution. Avec la permission de monsieur l'inspecteur, on va analyser la taxonomie des questions qui sont posées. Dans la partie A, on nous demande de nommer les composés. Nommer, c'est-à-dire on a une restitution à donner. Nommer les composés. Écrire l'équation bilan. Ça aussi, c'est de la restitution ou bien une application. Après, on nous dit que rappeler. Qu'est-ce qu'on rappelle? On rappelle ce qu'on a en nous. Là, on demande d'écrire. Et si on fait le décompte sur les 4 points qui sont donnés, il y a uniquement les 0,5 points
qui nécessitent une compétence autre que la chimie. Mais hormis cela, tout ce qu'on nous demande de faire sont des choses que nous avons déjà, qui sont déjà dans nos cahiers et qui sont disponibles. Et nous allons, par la correction, être encore plus convaincus de cela. Si nous lisons l'énoncé, qu'est-ce qu'on me demande? Nommer les composés organiques A, B, D, E. Et qu'est-ce qu'on avait fait la fois passée? C'est de donner les noms à partir d'une nomenclature qui a été très bien explicitée. On me dit le composé A. On va d'abord identifier quelle est la fonction chimique qui est présente dans le composé A. Et là, si nous regardons bien, pour le composé A, nous avons une fonction que nous avons étudiée la fois passée. C'est le groupement COOH qu'on avait appelé le groupement carboxyle. Et le groupement carboxyle renvoie à quoi? Renvoie aux acides carboxyliques. Et comment on les avait nommés? Acides alcanoïques. Ici, l'alcane, on voit que nous avons un alcane à 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, avec un autre atome de carbone qui est là, mais qui n'est pas sur la chaîne carbonée. Donc, on ne va pas tenir compte de cet atome dans le décompte qui va nous donner le préfixe du nom. On aura un alcane à 4, c'est le butane, et ce radical-là, on le sait très bien, on va le nommer méthyle. Donc, le nom, ça sera toujours acide, on dira acide. On va nommer la position du méthyle. Dans la nomenclature en chimie, à chaque fois qu'il y a un radical et que ce radical peut prendre plusieurs positions, on va donner un indice. Si nous prenons ce composé, c'est clair, on a la présence du groupe carboxyle, donc ça renvoie à l'acide carboxylique. Maintenant, c'est un acide qui dérive d'un alcane à 4 atomes de carbone. Cet atome de carbone n'étant pas sur la chaîne principale ne sera pas comptabilisé dans le décompte pour avoir le nombre d'atomes qui va nous renvoyer au préfixe du nom. Donc pour le préfixe, on tiendra compte que nous avons ici 4 atomes de carbone. Ce groupe-là étant une ramification, on va donner sa position. Et en chimie organique, à chaque fois que la position prête à équivoque, on va mettre un indice pour différencier les différentes positions. Comme le groupe méthyle pouvait être à cette position-là, et si on était là, on aurait le 2. Par contre, ici, on aurait le 3. Donc, ce sont deux positions différentes. Et ce que j'ai l'habitude de vous dire, qu'en classe, si on a 2 élèves qui ont le même prénom et le même nom, on va les identifier par des chiffres. Exemple, Massamba Gueye 1, Massamba Gueye 2. Si on prend Massamba Gueye 1, on l'amène en TS2B, il va nous rester dans notre classe Massamba Gueye 2. Mais est-ce que pour le nommer, le prof va dire Massamba Gueye 2? Non. Donc s'il y a équivoque, on va mettre le chiffre, mais s'il n'y a pas d'équivoque, on va se passer du chiffre. Donc là, nous aurons acide 1, 2, 3, c'est la position du méthyle. Ça donne acide 3 méthyle butanoïque. Rappelez-vous, la fois passée, on avait dit que pour les acides carboxyliques, le suffixe, c'est oïque. Si nous passons au composé B, là, qu'est-ce que nous avons? On a la présence de l'atome de chlore. L'atome de chlore qui est rattaché au carboxyle. Donc là, nous avons un chlorure d'acyle. Et qu'est-ce qu'on avait dit pour le chlorure d'acyle? C'est le mot chlorure qui va remplacer le mot acide. Et à la place du suffixe oïque, on va mettre le suffixe oïl. Donc là, nous aurons chlorure 2. Chlorure 2. La même chose, 3 méthyle buta. Cette fois-ci, à la place de oïque, on aura butanoïl. C'est pour vous dire que on a tout simplement une restitution des connaissances qu'on a, qui ont été acquises en classe durant le cours. Donc là, il n'y a pas de problème. Et on va répéter la même chose pour le composé D. Là, vous voyez, on a la présence d'un anhydride d'acide. Pour le composé E, on a la présence de la fonction amide. Ici, le nom, on aura anhydride propanoïque. Pourquoi propanoïque? Parce que nous avons une chaîne carbonée à 3 atomes de carbone. Ici, nous avons un amide à 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Donc, ce qui va nous donner le nom. Et puis, là, vous voyez bien, on a un amide qui n'est pas substitué. Donc, qu'est-ce que nous aurons? On aura alcanamide. Alcanamide, ici, l'alcane avec 4 atomes de carbone, ça va donner tout simplement butanamide.
Donc vous voyez, chers élèves, que ce qu'on demande, c'est facile, c'est simple. Il suffit de maîtriser ce que le prof avait fait en classe. Je ne fais que restituer. La deuxième étape de l'évaluation va porter là aussi sur la restitution des connaissances, c'est-à-dire comment on synthétise ces différents composés. Regardez ici, on me demande d'écrire l'équation bilan d'une réaction qui permet d'obtenir le composé B à partir du composé A. Je fais quoi? Je vais regarder les deux composés, je vais comparer. Quel est le groupement ou bien l'atome présent ici qu'on ne retrouve pas là? Et qu'est-ce qui est présent là qui n'était pas là au départ? Si vous voyez bien, chers élèves, ici on avait la présence du groupe OH. Très bien. Là c'est visible, le groupe OH disparaît formellement et il est remplacé par l'atome de chlore. Donc qu'est-ce qui va nous permettre de passer de A à B? C'est ce qu'on appelle une chloruration. C'est-à-dire qu'on va faire agir un agent chlorurant. Et pour ces différents types d'agents, on a soit le SOCl2, qu'on appelle le chlorure de thionyle, ou bien le PCl5, qu'on appelle le pentachlorure de phosphore. Et tout ça, on l'a bien détaillé dans le cours. On restitue, tout simplement. Si je prends la partie B, c'est une application du cours. Et ce qui est intéressant dans la partie B, et c'est par là où je voulais insister, souvent on a l'habitude, ou bien vous avez l'habitude, chers élèves, à chaque fois que l'énoncé est long, on a peur. Et je vous dis que le meilleur ennemi, l'ennemi le plus dangereux sinon de l'élève, c'est la peur. Et on nous disait à l'école que devant un devoir, il faut apprendre à gérer le stress. Et ce que j'ai l'habitude de vous dire, que quand vous entrez dans la salle d'examen, il faut avoir l'habitude d'avoir du sucré à côté. Ça peut être des bonbons. Bon, le sucre va nous permettre de diminuer le taux, va jouer sur le taux d'adrénaline. Et puis, quand on est calme et nous avons un bonbon, qu'est-ce qu'on fait? On le suce. Mais quand on commence à être nerveux, qu'est-ce qui va se passer? On va le... Voilà. Et là, on saura que on n'est plus serein. Et devant l'absence de la sérénité, là, la réflexion est inhibée. C'est extrêmement important. Donc, la longueur du texte ne doit pas nous apeurer. Au contraire, quand le texte est long, c'est parce qu'on donne assez d'informations pour pouvoir traiter l'exercice qui est donné. Et ça apparaît ici. On me dit que traditionnellement, dans nos campagnes africaines, les femmes recyclaient les graisses et les huiles d'origine animale ou végétale pour en faire du savon, ce qu'on a fait la fois passée. On me dit que le savon est également fabriqué en usine. La première question, les graisses et les huiles sont des corps gras, et ces corps gras sont pour la plupart des triglycérides. On me demande de rappeler. Rappeler veut dire quoi? Je le sais. On me demande de restituer. Ça ne nécessite pas d'autres connaissances que la restitution. Donc, rappeler ce qu'est un triglycéride. On l'avait dit la fois passée, que le triglycéride égale à triester du glycérol. Triester du glycérol. Tri veut dire quoi? Combien? 3. Ester, c'est une fonction chimique. Glycérol, on l'avait vu la fois passée. Et on m'avait dit qu'il y a une élève qui me disait que ça renvoie à glycéride. Voilà. Donc, un triglycéride, c'est quoi? Définition voire court, c'est un triester du glycérol. Mais si on parvient à donner cette définition, mais le reste, ça devient facile. Regardez comment ils vont me pousser à répondre à la dernière question. Ils commencent par me dire, rappelez la formule semi-développée du propane 1, 2, 3 ou glycérol. Au lieu de me laisser directement faire ma résolution, ils vont m'entraîner dans la résolution pas à pas, en commençant par me dire de rappeler la formule développée du propane 1, 2, 3 triol. Je rappelle, CH2, CH,
CH2 et on a OH. C'est la présence répétée 3 fois d'OH qui dit qu'on a un triol. À quelle position? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Rappelez la formule semi-développée du propane 1, 2, 3 glycérol, c'est fait. On me dit l'acide palmitique que je dois utiliser ou acide hexadécanoïque. Hexadécane, ça renvoie à quel chiffre? 16. A pour formule C15H31COH. En faisant réagir le glycérol sur cet acide, on obtient un composé organique nommé palmitine. Écrire à l'aide des formules semi-développées l'équation bilan de la réaction. Ils m'ont donné les réactifs et ils m'ont donné le produit. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais suivre à la lettre ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire, je prends le glycérol, CH2OH, CHOH, CH2OH, je fais réagir avec l'acide, C15H31COOH, combien de fois? 3 fois. Pourquoi ce 3 fois? Parce que j'ai 3 fonctions alcool. Et lorsque cette réaction se déroule, j'aurai la formation de ce produit-là, COO, C15H31, que je vais répéter 3 fois. O, CO, C15H31, CH2O, CO, C15H31. Donc je ne fais que répéter 3 fois, plus 3 molécules d'eau qui sont issues de la réaction de synthèse au niveau des fonctions hydroxyl. Et c'est ça qu'on appelle le triglycéride. Et ce triglycéride issu de l'acide palmitique, c'est ça qu'on appelle la palmitine. Et la palmitine là, c'est ça qu'on va utiliser après. Donc vous voyez, étape par étape, il me guide pour la résolution de cet exercice. Ils m'ont demandé de donner la formule de glycérol. Ils m'ont donné l'acide. Ils me disent que cet acide va réagir 3 fois avec le glycérol pour donner le triglycéride. Ils me disent que la palmitine est aussi présente dans l'huile de palme, que nous connaissons. Mais dans une usine de la place, on fabrique du savon à partir de la palmitine, provenant d'huile de palme. Pour cela, on réalise la saponification. Il me donne le processus. Ce que je dois utiliser, c'est la saponification. On le sait dans le cours, le prof nous a dit que la saponification, c'est quand on fait réagir un ester avec une base forte. Et il me donne la base. Il me dit que dans 1500 kg d'huile de palme, avec un renfermement en masse 47% de palmitine, la base utilisée est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Il me donne la base. Donc ça, je vais l'appeler T pour ne pas recopier. Donc on a T, le triglycéride, qui va réagir avec la base. La fois passée, on l'avait écrit. Et on avait dit même que si on n'a pas de base, on pouvait remplacer par le chémé. Et j'avais dit aussi que si on prend le Na+, on a un savon dur. Et si à la place de Na+, on prenait l'ion potassium, on allait avoir un savon mou. Maintenant, ici, le problème, et là vraiment, je tiens à insister, le problème que nous allons rencontrer, nous, c'est qu'à la place du calcul du rendement, avec le nombre de moles, on a tendance à prendre les masses. Vous savez qu'en chimie, c'est l'étude de la matière. Et quand on veut quantifier la matière, l'unité qui permet de quantifier la matière, c'est le nombre de moles. Donc, quelle que soit la question qu'on va nous poser en chimie, toujours nous allons travailler avec le nombre de moles, nous allons mener notre raisonnement avec le nombre de moles, jusqu'à l'arrivée. C'est à l'arrivée que nous allons faire la conversion entre le nombre de moles et la concentration, si c'est la concentration qui est demandée, le nombre de moles et le volume, si c'est le volume qui est demandé pour les gaz, le nombre de moles et la masse, si c'est la masse qui est demandée généralement pour des cas solides. Et là, autre problème que nous allons rencontrer, c'est le calcul du rendement qui est demandé. Calcul du rendement. Voilà donc, calculer le rendement. Vous avez un problème pour calculer le rendement, de me prendre cette expression, rendement égale la masse expérimentale sur la masse théorique fois 100. Mais l'expression en tant que telle, elle est correcte. Mais l'utilisation que vous allez en faire, c'est ça souvent qui est fausse. Et le conseil que je vous ai donné, c'est un conseil qu'il faut suivre à la lettre. Pour calculer le rendement, nous allons prendre rendement égal au nombre de moles expérimental sur le nombre de moles théorique multiplié par 100. C'est quoi le nombre de moles expérimental? C'est le nombre de moles du produit réellement trouvé dans le milieu. C'est-à-dire le nombre de moles de savon qu'on va réaliser. Quel est le nombre de moles théorique? C'est le nombre de moles de savon qu'on va tirer à partir du bilan molaire. Rappelez-vous que pour la réaction, on avait T plus 3 fois Na plus OH moins va donner le glycérol de départ
plus ce produit-là 3 fois C15, H31, CO, O- plus Na plus. Et c'est ça qu'on appelle le savon. Et c'est la masse de ce savon-là qu'on me demande. Et vous savez que si on fait le bilan molaire, on aura le nombre de moles de triglycérides égal au nombre de moles de NaOH sur 3, qui est égal au nombre de moles de savon sur 3. Et si je tire ici le nombre de moles de savon, on aura le nombre de moles de savon égal à 3 fois le nombre de moles de triglycérides. Ce nombre de moles-là calculé, c'est ça qu'on appelle le nombre de moles théorique. C'est ça que nous allons prendre dans cette expression. Autre problème. On me dit que l'huile de palme ne renferme que 47% de palmitine. Vous ne devez pas commettre l'erreur de considérer que la masse de palmitine est de 1500 kg. Non, seulement les 47% vont représenter la masse réelle que nous allons utiliser dans cette équation. Parce que pour calculer le nombre de moles théoriques, maintenant, nous aurons ici le nombre de moles théoriques égal à la masse de palmitine sur la masse molaire de palmitine. Autre erreur que vous commettez, c'est de vouloir calculer la masse molaire du triglycéride à partir de la formule générale. Non. Retournez à la formule brute. Ça veut dire que vous allez créer la formule brute, vous allez décompter le nombre d'atomes de carbone, le nombre d'atomes d'hydrogène, le nombre d'atomes d'oxygène, et là vous allez reconstituer la formule brute. Et c'est à partir de cette formule brute que vous allez calculer la masse molaire. Maintenant, pour terminer, dans le programme qu'on vous enseigne, il y a une partie où on demande aux élèves de pouvoir intégrer ceci. Et raison pour laquelle, j'ai l'habitude de vous le dire, il faut se rapprocher des GPF, des groupements de promotion féminine, essayer de les organiser pour la production de savon. À ce moment-là, je me dirais que ouf, l'objectif recherché est atteint. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'il vous faudra? Il faudra tout simplement aller revoir le protocole de fabrication. Donc, si je veux résumer ce que j'ai dit, chers élèves, n'ayez pas peur de la longueur du texte. Ça nous décourage et on doit refuser cela. Deuxième chose, en chimie généralement, c'est la partie la plus simple et rien ne nous empêche de commencer n'importe quelle partie. Si le temps nous le permet, j'allais revenir sur la présentation de la copie à l'examen. Nous avons 5 exercices et rien ne nous empêche de prendre la page de garde, mettre exercice 1, de prendre 4 intercalaires. Au niveau de chaque intercalaire, mettre l'entête d'un exercice. Exercice 2, exercice 3, exercice 4, exercice 5. Et de ce fait, à chaque fois que je me rends compte que cet exercice est plus abordable, je vais commencer à traiter cet exercice. Et une fois que j'aurai rencontré une difficulté, je vais sauter. Je vais prendre l'exercice suivant. Et comme ça, je n'aurai pas à dire au correcteur, veuillez suivre telle page, veuillez aller à telle page. Non, 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 il y aura une suite logique de la résolution de l'exercice. Donc il faut que nous soyons conscients que l'exercice de chimie est à notre portée. L'exercice de chimie est à notre portée et nous avons l'occasion, à ce moment, comme les 2/3 du programme ont été faits, d'organiser notre révision pour que vraiment nous puissions assurer ces 8 points à l'examen. Ce sont 8 points qui sont donnés et faisons tout pour ne pas les rater. Donc c'est là où je voulais en venir et j'espère que la leçon est comprise. Elle est très bien comprise et c'est très très clair et je pense aussi qu'ils ont la possibilité de reprendre ça, d'y revenir encore et encore et c'est capital. Donc ce qu'il faut retenir en plus des leçons, c'est que les 8 points c'est à gagner. C'est à gagner. Impérativement. C'est le défi. Et nous c'est comme ça que nous étions formés. On était avec M. Khan, M. Salou Khan, mais forcément il nous imposait en S1 d'avoir les 6 points. Et moi aussi, c'est ce que je veux inculquer à mes élèves qui sont là devant moi. Et si le temps nous le met, même on pouvait prendre d'autres parties, et vous allez voir que rarement on va nous demander une question qui nécessite de fabriquer une certaine démarche, comme l'a dit tout à l'heure le prof de... Donc les éléments de réponse sont très souvent contenus dans le texte, dans l'énoncé. Mais je dis généralement, sont contenus dans le cahier de cours. D'accord, d'accord. L'élève qui apprend sa leçon. D'habitude, je vous dis que
même ma grand-mère qui est à la maison, si je lui donnais le cours, me explique en wolof, mais si nous sommes aussi à l'examen, elle va s'en sortir avec lui. Mais si je ne donne pas le cours, tu vas en sortir. Professeur, voilà, man mathématiques et sciences, yi boo ci duggee rek damay xaw a. Mais là, nous avons une restitution de connaissances. Nous avons une restitution de connaissances, même sur la forme des questions. Oui, docteur Massamba. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire que c'est un enseignement que tout de suite, on peut aller appliquer avec les groupements de femmes ou ceux qui produisent du savon. Et c'est hyper important de comprendre que ce n'est pas une matière abstraite qui est donnée à l'école. C'est une matière qui est en relation directe avec notre vie. Et je pense que cela, c'est une démarche pédagogique que moi, je salue. Autant avec Arfan, nous avons cette passion-là et cette rigueur, mais cette rigueur légère qui permet aux littéraires que je suis de comprendre les chemins par lesquels passer. Autant je me rends compte que quand il fait l'exercice de chimie en terminale, les bases du pourcentage qui doivent être acquises en CM2 seront nécessaires pour le triangle rectangle et pour la composition de chimie. La règle de 3 est apparemment revenue. Exactement, la règle de 3, le pourcentage est revenu et la règle de 3 est revenue. Mais ce qui revient aussi, c'est que le cours qu'il a donné avec les synonymes, les antonymes, etc., les homonymes, cela se tient. Les enseignements sont décloisonnés. C'est pourquoi quand j'entends quelqu'un dire il est prof de maths, il est enseignant du secondaire, il n'est pas enseignant du primaire, ceci c'est du XVIIe siècle. Nous sommes à l'ère de la modernité. Quand vous ouvrez votre Facebook, vous appliquez des phénomènes physiques et chimiques, mais vous appliquez de la mathématique, vous appliquez aussi de la littérature, parce qu'enfin vous allez envoyer un texto qui est un texte de français, d'anglais ou de chinois. Donc finalement, c'est une chaîne où tous les maillons sont liés. Mais oui, c'est pourquoi l'élève a plusieurs disciplines. L'élève n'a pas de disciplines séparées. L'élève a une chaîne de disciplines qu'il doit maîtriser pour avoir un savoir, pour avoir cette science cohérente. Un élève qui ne sait que faire du français, un élève qui ne sait que faire de l'anglais, qui ne sait que faire des mathématiques, pour moi, c'est une part d'homme. La totalité de l'homme est dans l'acquisition de savoirs complémentaires qui mettent à l'aise. L'objectif de l'école n'est pas de mettre de la science dans la tête, c'est de réveiller le potentiel qui est en chaque enfant. Et nos enfants n'ont pas moins de mérite que nous. Nous avons juste la chance d'être nés avant eux. Un potentiel que nous pouvons utiliser, exploiter dans la vie de tous les jours, et la preuve avec M. Abdou Khadre Mbaye tout à l'heure avec le savon et les femmes transformatrices. Je pense que nous pouvons en profiter énormément. En tout cas, mille merci. C'était tout pour aujourd'hui. Je l'ai dit tantôt, nous venons de boucler 2 semaines de cours. J'espère que les apprenants vont passer un joli week-end avec les notes et aussi ils vont essayer de finir leur livre de la semaine. Et on verra pourquoi pas la semaine prochaine avec Albert Camus, L'étranger. Pourquoi pas? Je pense que c'est bien possible, docteur Massamba. Avec plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, mille merci à vous, mille merci, chers enseignants. Merci beaucoup pour ce sacrifice que vous faites pour les enfants du pays, pour les apprenants. En tout cas, encore merci, merci, merci aussi à l'équipe technique. Merci à vous, chers apprenants. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, ensemble, nous y arriverons, Inch'Allah. Allez, joli week-end à tous.